Andersen, conte, édition et traduction de Marc Hocher. Les fleurs de la petite Ida. Mes pauvres fleurs sont toutes mortes, dit la petite Ida. Elles étaient si jolies hier soir, et maintenant toutes les feuilles pendent. Pourquoi se fanent-elles demanda-t-elle à l'étudiant qui était assis sur le canapé, car elle l'aimait beaucoup. Il connaissait les plus belles histoires, et il découpait des images amusantes. Des chœurs dans lesquels il y avait de petites dames qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. Il était amusant, cet étudiant. Pourquoi les fleurs sont-elles si laides aujourd'hui demanda-t-elle encore, en lui montrant tout un bouquet qui était complètement fané. Eh bien, sais-tu ce qui ne va pas dit l'étudiant. Les fleurs ont été au bal cette nuit, et c'est pour cela qu'elles gardent la tête baissée. Mais les fleurs ne savent pas danser, dit la petite Ida. Si, dit l'étudiant, quand il fait nuit et que nous dormons, elles virevoltent joyeusement. Elles ont un bal presque toutes les nuits. Est-ce qu'aucun enfant n'a le droit de venir à ce bal? Si, dit l'étudiant, de toutes petites marguerites et des brins de muguet. Comment dansent-elles les plus belles fleurs demanda la petite Ida. Est-ce que tu n'as pas souvent été devant le portail du grand château où le roi habite pendant l'été, où il y a le grand jardin plein de fleurs? Tu as certainement vu des cygnes venir vers toi en nageant quand tu voulais leur donner des miettes de pain. On y organise de jolis bals, tu peux me croire. J'ai été dans ce jardin hier avec ma mère, dit Ida, mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres et il n'y avait plus aucune fleur. L'été dernier, j'en ai vu tellement. Elles sont à l'intérieur du château, dit l'étudiant. Il faut que tu saches que, dès que le roi et tous les gens de la cour viennent s'installer en ville, les fleurs quittent aussitôt le jardin en courant pour entrer dans le château et s'y amuser. Si tu voyais cela, les deux roses les plus belles s'asseyent sur le trône, et elles sont le roi et la reine. Toutes les amarantes rouges prennent place à côté. Elles restent debout et font des courbettes, car elles sont des chambellans. Ensuite arrivent toutes les fleurs les plus ravissantes, et il y a un grand bal. Les violettes bleues représentent de petits cadets de la marine. Ils dansent avec des jacinthes et des crocus, qu'ils appellent mademoiselles. Les tulipes et les grands lys jaunes sont de vieilles dames qui veillent à ce que la danse reste correcte et que tout se passe comme il faut. Mais, demande la petite Ida, est-ce que personne ne vient gronder les fleurs parce qu'elles dansent dans le château du roi? Personne n'en sait rien, dit l'étudiant. Parfois, la nuit, il arrive que le vieil intendant du château vienne faire un tour. C'est lui qui surveille là-bas. Il a avec lui un grand trousseau de clés, mais dès que les fleurs entendent le bruit des clés, elles font le silence complet, se cachent derrière les longs rideaux, et on ne voit plus que leur tête dépassée. Je sens qu'il y a des fleurs ici, dit le vieil intendant du château, mais il ne peut pas les voir. Voilà qui est amusant, dit la petite Ida en frappant dans les mains. Mais est-ce que moi non plus je ne pourrais pas voir les fleurs? Si, dit l'étudiant. La prochaine fois que tu iras, il suffira que tu penses à regarder à la fenêtre, et tu les verras certainement. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Une grande jonquille jaune était allongée sur le canapé, et elle s'étirait. C'était une dame d'honneur. Est-ce que les fleurs du jardin botanique peuvent y aller, elles aussi? Est-ce qu'elles peuvent faire ce long trajet? Mais bien sûr, dit l'étudiant, car si elles le veulent, elles peuvent voler. N'as-tu jamais vu les beaux papillons, les rouges, les jaunes et les blancs? On dirait presque que ce sont des fleurs. Et c'en était vraiment au départ. Ils ont sauté très haut en l'air, en quittant leurs tiges, et ils ont déployé leurs pétales, comme si c'étaient de petites ailes, et ils se sont mis à voler. Et comme ils se sont bien conduits, ils ont eu la permission de voler aussi de jour. Ils ne sont pas obligés de rentrer chez eux et de rester sans bouger sur leurs tiges. Et pour finir, leurs pétales se sont transformés en véritables ailes. Tu l'as bien vu toi-même. Il se peut fort, bien que les fleurs du jardin botanique n'aient jamais été dans le château du roi, et qu'elles ne sachent pas qu'on s'y amuse si bien la nuit, c'est pourquoi je vais te dire une chose. Et il sera très étonné le professeur de botanique qui habite à côté. Tu le connais bien, non? Quand tu entreras dans son jardin, tu raconteras à l'une des fleurs qu'il y a un grand bal au château, et elle le répétera à toutes les autres, si bien qu'elles s'envoleront toutes. Et quand le professeur sortira dans le jardin, il n'y aura plus la moindre fleur,
et il ne comprendra pas du tout où elles sont passées. Mais comment la fleur pourra-t-elle le dire aux autres? Les fleurs ne savent pas parler. Non, c'est vrai, répondit l'étudiant, mais elles savent jouer la pantomime. Tu n'as jamais vu que lorsqu'il y a un peu de vent, les fleurs secouent la tête et toutes les feuilles vertes bougent. Elles s'expriment aussi clairement que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprendra la pantomime? Demanda Ida. Oui, bien sûr. Un matin, il est descendu dans son jardin et il a vu une grande ortie qui était en train de jouer la pantomime avec ses feuilles en s'adressant à un charmant œillet rouge. Elle disait « Tu es ravissante et je t'aime bien. » Mais le professeur n'aime pas du tout ce genre de choses, si bien qu'il a tout de suite donné à l'ortie un coup sur les feuilles, car ce sont ses doigts. Mais il s'est brûlé, et depuis ce temps-là, il n'ose plus toucher une ortie. Voilà qui est amusant, dit la petite Ida en riant. A-t-on idée de faire croire des choses pareilles à cet enfant? Dit l'ennuyé conseiller de chancellerie, qui était en visite, et s'était assis sur le canapé. Il n'est pas du tout, l'étudiant, et ronchonnait tout le temps quand il le voyait découper ces images bizarres et amusantes. C'était tantôt un homme pendu à une potence, qui tenait un cœur à la main, car il s'y entendait à conquérir les cœurs, tantôt une vieille sorcière qui chevauchait un balai et qui portait son mari sur le nez. Le conseiller de chancellerie n'aimait pas cela, et il disait toujours, comme il venait de le faire, « A-t-on idée de faire croire des choses pareilles à cet enfant? C'est de l'imagination, ce sont des stupidités. » Mais la petite Ida trouvait pourtant amusant ce que l'étudiant disait de ces fleurs, et elle réfléchit beaucoup à la question. Les fleurs avaient la tête baissée, parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit. Elles étaient certainement malades. Elle les amena alors près de ses autres jouets, qui se trouvaient sur une jolie petite table, et tout le tiroir était rempli d'affaires. Sa poupée, Sophie, était couchée dans le lit de poupée. Elle dormait, mais la petite Ida lui dit « Il faut absolument que tu te lèves, Sophie, et que tu te contentes de dormir dans le tiroir pour cette nuit. Les pauvres fleurs sont malades, et il faut qu'elles dorment dans ton lit. Peut-être que cela leur permettra de guérir. » Puis elle prit la poupée, mais elle avait l'air renfrognée, et elle ne dit pas un mot, car elle était en colère, parce qu'elle ne pouvait pas garder son lit. Ida mit alors les fleurs dans le lit de poupée, tira la petite couverture jusqu'en haut, les borda, et dit qu'il fallait qu'elles soient gentilles et qu'elles restent très tranquilles. Pendant ce temps-là, elles allaient leur préparer du thé, pour qu'elles guérissent et qu'elles se lèvent le lendemain. Puis elle tira soigneusement les rideaux qui entouraient le lit pour qu'elle n'ait pas le soleil dans les yeux. Pendant toute la journée, elle ne put s'empêcher de penser à ce que l'étudiant lui avait raconté, et quand elle dut aller elle-même au lit, elle se glissa d'abord derrière les rideaux, qui étaient suspendus devant les fenêtres où sa mère entretenait de superbes fleurs, des jacinthes et des tulipes, et elle chuchota tout doucement. « Je sais bien que vous allez au bal cette nuit. » Mais les fleurs firent comme si elles n'y comprenaient rien, et elles ne bougèrent pas la moindre feuille. Mais la petite Ida savait bien ce qu'elle savait. Une fois au lit, elle passa beaucoup de temps à imaginer combien ce serait charmant de voir les jolies fleurs danser dans le château du roi. Je me demande bien si mes fleurs sont déjà allées à ce bal. Puis elle s'endormit. Dans le courant de la nuit, elle se réveilla. Elle avait rêvé des fleurs et de l'étudiant que le conseiller de chancellerie grondait en disant qu'il voulait lui faire croire des choses. Il n'y avait aucun bruit dans la chambre à coucher où se trouvait Ida. La veilleuse brûlait sur la table de nuit, et son père et sa mère dormaient. « Je me demande si mes fleurs sont toujours dans le lit de Sophie, » se dit-elle. « Comme je voudrais bien le savoir. » Elle se releva un peu et regarda vers la porte qui était entrebâillée. C'est là qu'étaient les fleurs et tous ses jouets. Elle tendit l'oreille, et elle eut alors l'impression qu'on jouait du piano dans le salon. Mais très doucement, et c'était plus charmant que tout ce qu'elle avait entendu jusque-là. « Les fleurs sont certainement en train de danser dans la pièce, dit-elle. Oh, mon Dieu, comme je voudrais bien voir cela !» Mais elle n'osait pas se lever, car cela aurait réveillé son père et sa mère. Si seulement elle voulait entrer dans la chambre, dit-elle. Mais les fleurs ne vinrent pas, et la musique continua si charmante qu'elle n'y tint plus, car c'était beaucoup trop beau. Elle sortit de son petit lit, s'avança tout doucement jusqu'à la porte et jeta un coup d'œil dans le salon. Comme elle en vit des choses amusantes. Il n'y avait pas du tout de veilleuse, mais il faisait très clair malgré tout. La lumière de la lune pénétrait par la fenêtre et éclairait le plancher. On se serait presque cru en plein jour. Toutes les jacinthes et les tulipes avaient formé 2 longues rangées dans la pièce,
Il n'y en avait plus aucune devant la fenêtre, les pots étaient vides. Sur le plancher, toutes les fleurs dansaient très gracieusement en tournant l'une autour de l'autre. Elles faisaient la ronde et se tenaient par leurs longues feuilles vertes quand elles virevoltaient. Mais près du piano, il y avait un grand lys jaune que la petite Ida était sûre d'avoir vu au cours de l'été, car elle se rappelait que l'étudiant avait dit « Oh, comme il ressemble à mademoiselle Lynn !» Mais tout le monde s'était moqué de lui, et maintenant Ida trouvait elle aussi que la longue fleur jaune ressemblait à la demoiselle. En effet, elle prenait les mêmes airs quand elle jouait, elle penchait son visage jaune, allongé, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et elle marquait le rythme de la ravissante musique en hochant la tête. Personne ne faisait attention à la petite Ida. Elle vit ensuite un grand crocus bleu sauter au beau milieu de la table où étaient les jouets, aller tout droit jusqu'au lit de poupée et écarter les rideaux. C'est là que se trouvaient les fleurs malades, mais elles se levèrent aussitôt et firent un signe de tête à celles qui étaient en bas pour leur dire qu'elles voulaient danser elles aussi. Le brûle-parfum, un vieux bonhomme qui avait la lèvre du bas cassée, se leva et s'inclina devant les belles fleurs. Elles n'avaient pas du tout l'air malades. Elles sautèrent pour rejoindre les autres par terre, et elles étaient très contentes. On aurait dit que quelque chose tombait tout à coup de la table. Ida regarda dans cette direction. C'était le paquet de verges de la mi-carême qui avait sauté sur le sol. Elle estimait, elle aussi, qu'elle faisait partie des fleurs. Il faut reconnaître qu'elle était très jolie, et elle se terminait par une petite poupée de cire qui avait sur la tête un large chapeau, comme celui que portait le conseiller de chancellerie. Le paquet de verges de la mi-carême se posa sur ses 3 jambes de bois rouge, juste au milieu des fleurs, et elle frappait très fort le sol avec ses pieds, car elle dansait la mazurka, et c'était une danse que les autres fleurs ne connaissaient pas, parce qu'elles étaient très légères et qu'elles ne pouvaient pas frapper le sol avec les pieds. La poupée de cire, qui était sur le parquet de verge de la mi-carême, grandit tout à coup et s'allongea, tournoya au-dessus des fleurs de papier et cria à haute voix. « A-t-on idée de faire croire des choses pareilles à une enfant ? C'est de l'imagination. Ce sont des stupidités. » Et la poupée de cire ressemblait à s'y tromper au conseiller de chancellerie au chapeau large. Elle avait le teint jaune et l'air aussi renfrogné que lui. Mais les fleurs de papier lui donnèrent des coups dans ses jambes maigres, si bien qu'elle se recroquevilla et devint une minuscule poupée de cire. C'était très amusant à voir. La petite Ida ne pouvait pas s'empêcher de rire. Le paquet de verges de la mi-carême continua à danser, et le conseiller de chancellerie fut obligé de danser aussi. Il avait beau grandir et s'allonger ou prendre la forme de la petite poupée de cire jaune au chapeau large, rien n'y faisait. Les autres fleurs prirent alors sa défense, surtout celles qui avaient dormi dans le lit de poupée, et le paquet de verges de la mi-carême finit par s'arrêter. Au même moment, on entendit frapper très fort dans le tiroir. Le vieux brûle-parfum courut jusqu'au bord de la table, s'étendit de tout son long sur le ventre et arriva à entr'ouvrir le tiroir. Alors Sophie se leva et regarda autour d'elle, tout étonnée. « Mais il y a un bal, ici, dit-elle. Pourquoi personne ne me l'a dit ?»« Veux-tu danser avec moi ?» dit le brûle-parfum. « Tu ne voudrais tout de même pas que je danse avec quelqu'un comme toi, dit-elle en lui tournant le dos. Elle s'assit ensuite sur le tiroir, en pensant qu'une fleur viendrait sans doute l'inviter à danser, mais personne ne vint, et elle se mit à tousser. Hum, hum, hum. Mais personne ne vint malgré tout. Le brûle-parfum dansa alors tout seul, et il ne s'en sortit pas si mal. Comme aucune des fleurs ne semblait voir Sophie, elle se laissa tomber lourdement du tiroir sur le plancher, et cela fit beaucoup de bruit. Toutes les fleurs accoururent près d'elle et lui demandèrent si elle ne s'était pas fait mal, et elles furent toutes très gentilles avec elle, surtout les fleurs qui avaient été dans son lit. Mais elle ne s'était pas du tout fait mal, et toutes les fleurs d'Ida lui dirent merci de leur avoir prêté son bon lit. Elles l'aimaient beaucoup, et elles l'amenèrent au milieu de la pièce, à l'endroit où brillait la lune, et elles dansèrent avec elle, et toutes les autres fleurs formèrent un cercle tout autour. Maintenant, Sophie était contente, et elle dit qu'elle pouvait garder son lit. Elle n'avait pas du tout envie de dormir dans le tiroir. Mais les fleurs dirent « Merci beaucoup, mais nous ne pouvons pas vivre très longtemps. Demain nous serons toutes mortes, mais dis à la petite Ida qu'elle doit nous enterrer dans le jardin, à l'endroit où se trouve le canari. Nous repenserons ainsi pour l'été,
et nous serons beaucoup plus belles. »« Non, il ne faut pas que vous mouriez, dit Sophie. Et elle donna un baiser aux fleurs. Au même moment, la porte de la salle s'ouvrit, et toute une quantité de fleurs ravissantes entrèrent en dansant. Ida ne comprenait pas du tout d'où elles venaient. C'étaient certainement toutes les fleurs du château du roi. En tête, il y avait 2 roses ravissantes, et elles portaient de petites couronnes d'or. C'était un roi et une reine, et ils étaient suivis des giroflées et des œillets les plus charmants qui soient, qui saluaient de tous côtés. Il y avait aussi de la musique, des coquelicots et des pivoines soufflaient si fort dans les cosses de pois qu'ils en devenaient tout rouges. Les campanules bleues et les petits personnages blancs tintaient, comme s'ils avaient eu des clochettes. C'était une musique bien amusante. Beaucoup d'autres fleurs vinrent ensuite, et elles dansaient toutes, les violettes bleues et les pâquerettes rouges, les marguerites et les brins de muguet. Et toutes les fleurs s'embrassaient. C'était un charmant spectacle. Pour finir, les fleurs se souhaitèrent bonne nuit, et la petite Ida retourna alors sans faire de bruit dans son lit, où elle rêva de tout ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle se leva le lendemain matin, elle rejoignit rapidement la petite table pour voir si les fleurs étaient encore là. Elle tira le rideau qui entourait le petit lit. Mais oui, elles étaient toutes là, mais elles étaient toutes fanées, beaucoup plus que la veille. Sophie était dans le tiroir, là où elle l'avait mise. Elle semblait avoir fortement envie de dormir. « Tu te souviens de ce que tu devais me dire ?» dit la petite Ida. Mais Sophie avait l'air très bête, et elle ne dit pas un mot. « Tu n'es pas gentille du tout, » dit Ida, « et pourtant elles ont toutes dansé avec toi. » Puis elle prit une petite boîte de papier sur laquelle on avait dessiné de jolis oiseaux. Elle l'ouvrit et y plaça les fleurs mortes. « Ce sera votre joli cercueil, dit-elle, et quand les cousins norvégiens viendront ici, ils m'aideront à vous enterrer dans le jardin pour que vous puissiez pousser pour l'été et que vous soyez encore plus belle. » Les cousins norvégiens étaient 2 garçons vifs, ils s'appelaient Jonas et Adolphe. Leur père avait fait cadeau à chacun d'un arc, et il les avait apportés pour les montrer à Ida. Elle leur parla des pauvres fleurs qui étaient mortes, et elle leur permit de les enterrer. Les 2 garçons marchèrent devant, l'arc à l'épaule, et la petite Ida les suivit, en portant les fleurs mortes dans la jolie boîte. On creusa une petite tombe dans le jardin. Ida donna d'abord un baiser aux fleurs, les mit ensuite dans la terre avec la boîte, et Adolphe et Jonas tirèrent avec leurs arcs au-dessus de la tombe, car ils n'avaient pas de fusil ni de canon.